Blessés ou non, ça a été l'enfer pour eux, toute leur vie. La seule chose qu'ils pouvaient dire, c'est que c'était la dernière guerre, il n'y en aurait jamais plus. Et 20 ans après, on recommençait. 14-18, la dernière. C'était la dernière. Et pourtant, aux portes de chez nous, en 36, guerre civile en Espagne, 39-40, Deuxième Guerre mondiale, avec toutes ces atrocités, et puis, en poursuivant, c'est l'Afrique du Nord, l'Algérie, Tunisie, Maroc, c'est l'Indochine, etc., etc. Toujours des conflits, des guerres. Pourquoi tant de tueries sur cette décolonisation, alors que l'histoire de l'humanité nous a toujours montré que l'homme est attaché à son pays, qu'il est attaché à son histoire, qu'il est attaché à sa culture. Et chaque fois que quelqu'un d'autre arrive, souvenons-nous, l'occupation en France, eh bien oui, ça crée des déchirements. J'ai pris mon vélo avec ma petite caisse et en direction de Revel pour prendre l'autobus qui m'amenait jusqu'à Castelnaudary. J'ai laissé le vélo à Revel que mon père a récupéré le samedi. À Castelnaudary, j'ai pris le train direction Rivesaltes. À Rivesaltes, on a été amené au camp au tombé de la nuit. Et puis, on a été embarqué à Port-Vendre le lendemain en direction d'Alger. J'ai fait mes classes à Tarbes, dans les parachutistes. Et puis, 4 mois après, je suis parti en Algérie. Je suis parti en Algérie au 18e Dragon. On a embarqué à Marseille et puis on a débarqué à Philippeville. On a pris la route vers Constantine, Batna, et puis j'ai continué encore dans le Sahara. J'étais en Algérie. Bon, j'arrive là-bas, les piqûres, bien entendu, comme tout le monde. J'étais incorporé à Beni Messous, un centre d'instruction pour le train. C'était que des chauffeurs. J'ai passé mon permis, et là, je suis resté 4 mois à Beni Messous. Quand j'ai fait mes classes, on couchait sous des guitounes. On ne couchait pas, il n'y a pas de caserne. On a été incorporé à Batna. Batna, c'est dans les Aurès. Là, j'étais en caserne. J'étais chauffeur. J'ai toujours été chauffeur. Hein. Et je suis resté 19 mois. Alors, ce qu'on faisait, on prenait en opération les paras, le 18e, et les tirailleurs algériens. J'ai connu du matériel, j'ai même des moissonneuses-batteuses au début, avant de partir. Et j'avais des chevaux, tout ça. Ah, et là, il m'a dit, là, vous m'intéressez. Parce que nous avons 200 chevaux, une écurie de 200 chevaux, pour aller faire les reconnaissances, vous voyez, tout ça, un peu dans le bled, dans le gibet. Alors il m'a dit, est-ce que ça peut t'intéresser? J'ai dit, oui, ça peut m'intéresser. De toute façon, tu es en Algérie, t'as pas... Et alors il m'a dit, voilà, le problème, c'est que c'est des harkis, des maghrébins, qui sont à la tête. Il y a un brigadier, et puis 26 bonhommes. Voilà. Alors voilà, là tu vas être avec... Moi j'ai dit, moi, les Algériens, je ne les connais pas, mais c'est des hommes comme les autres, quoi. Et alors, il m'a intégré là-dedans avec ce peloton. Et je peux vous dire que pour ceux qui ne connaissent pas les Arabes, je peux vous dire que j'ai rencontré de braves types. J'étais dans la région de Mascara,
Ensuite, j'ai été dirigé vers Loarsenis, sur le piton Siamar. Là, nous vivions dans des tentes et nous sortions également en opération. Et à la première opération, j'ai eu le baptême du feu. Ensuite, au cours d'une autre opération, mon groupe a été dirigé vers une mechta où il était signalé des félagas avec un chef important. Donc on s'est dirigé vers cette mechta, il pleuvait des cordes. Et à l'approche de la mechta, un tir de feu nourri que l'on a subi. Et tout à coup, nous avons vu un félaga, car moi j'avais à mes côtés, à gauche et à droite, un éclaireur. On a vu ce félaga armé d'une grenade défensive, on l'a su par la suite. Il s'apprêtait à nous la lancer vers nous. Quand il s'est pris les pieds dans la clôture, abaissé, instinctivement il a ramené la grenade sur son ventre. Et là on a eu une forte déflagration et mon éclaireur de droite a reçu une main en plein visage. Et ce matin-là, je pense qu'on l'a échappé belle. À 5 heures du matin, par là, à la levée du jour, ils m'ont tiré dessus, j'ai été blessé par dire. Et alors je suis allé me retirer dans un trou, et seulement ça pétait de partout. Moi, je suis resté dans le trou, et les autres ont avancé, et je suis resté pendant, je ne sais pas, 1 heure ou 1 heure et demie, tout seul, dans une mare de sang. Et alors, ça a été dur, je vous le dis. J'ai failli, je ne croyais pas de m'en sortir. Parce que la chevrotine, avant de me toucher à moi, elle a traversé une feuille de cactus. Et elle a traversé cette feuille parce que moi j'étais caché derrière. Et tout ça s'est planté dans la cuisse, avec la balle. Le verre là, de cette saloperie de la feuille, tout ça enfoncé carrément jusqu'à l'os. Et j'ai eu la chevrotine carrément aplatie à l'os. Ça m'a pas pété l'os, mais ça a été juste, quoi. Et le lendemain matin, ils m'ont pris à l'hôpital Maillot, Alger, pour m'extraire la chevrotine, quoi. Ils n'ont pas pu me l'extraire de suite parce que j'étais trop... C'était gonflé, quoi, la cuisse. Ils n'ont pas pu me la sortir de suite. J'attendais une paire de jours avant qu'ils me la sortent, avant qu'ils m'opèrent pour me la sortir. Quand j'étais chauffeur, que je portais les paras, 20 paras derrière, 20 ou ça dépend. Et une fois, on était 50 camions derrière l'autre, il y a un gars qui est tombé en panne. Il a fallu que je le prenne en remorque. Et alors ça faisait 20, ça faisait 40 bonhommes. On était derrière, les derniers. Derrière nous, il y avait le dépannage. Et alors, ce qui s'est passé, qu'on avait fait une opération toute la journée, mais les types, ils étaient dans la montagne là-haut. Et comme j'étais le dernier camion que ça montait, ils ont tiré dessus. Alors là, je voyais la terre se soulever à 2 mètres du camion. Hein. Alors là, j'ai eu peur quand même. Et 40 types derrière. Ils sont mis en route, je vous dis pas. Ça y allait. Et quand je suis arrivé en bas, je tremblais comme une feuille morte. Non, j'ai eu peur, là j'ai eu peur. J'étais au poste de garde, en pleine nuit. Puis à un moment donné, il y avait un chemin qui montait, mais c'était un chemin qui avait des oliviers de chaque côté. Et c'était un chemin dans l'ombre. Quand il faisait clair de lune, le chemin était en plein dans l'ombre, que quelqu'un pouvait venir, que vous ne le voyez pas. Il était à l'ombre des oliviers. À un moment donné, je t'entends un bruit, que ça s'approche, je dis, ça y est, c'est une bande qui arrive. Et alors, j'ai laissé assez approcher, pour être à peu près sûr. J'ai foutu 2 rafales de mitraillettes. Ça a été un art. Et bon, ce qu'on rencontrait aussi dans les rues de Colombéchard, c'était le boucher. Le boucher, là, ça m'a un petit peu fait rigoler parce qu'il transportait sa viande sur un chariot. Bon, il était zingué, le chariot, mais il était traîné par un âne. La viande était un peu recouverte.
Ce qu'il y avait aussi, c'est qu'il y avait pas mal de mouches qui le suivaient. Et puis, bon, je veux dire que c'était pas tellement hygiénique. Notamment que parfois, l'âne, il pétait. Et bon, il n'y avait pas de paravent quand même. Hein. Bon, c'est pas ça qui nous a tués. Hein. À l'arrivée, une chaleur intense. Dirigé dans l'après-midi vers le camp, ma première vision dans la cour, c'était un vieux Chibani, tout nu, ficelé, attaché à 2 trépieds, comme pour un méchoui. Et à chaque fois que la gégène était activée, il disait « merci, merci ». C'est là que j'ai découvert la torture et la gégène. Cette vision, je l'ai toujours. Le capitaine avait eu des remontrances du général ou du commandant que jamais il faisait des prisonniers. Et cette fois-là, parce qu'ils nous avaient tiré dessus, ils avaient mis le drapeau blanc, ils nous avaient tiré dessus. Il en avait récupéré 11. Sur 11, il a gardé celui qui parlait le mieux et les autres, il les a fait passer en poteau d'exécution. Je ne suis pas croyant, parce que c'est comme ça, de famille. Je me disais quand même comment. Alors je sortais et je regardais le ciel et je disais Allah, comment tu peux laisser faire ça? Voilà, c'était plus qu'impressionnant de torturer des gens, en particulier des jeunes. Et ils ne parlaient pas. C'est des copains qui sautaient sur le lumineux. Hein. Les uns, il manquait un bras, l'autre. Et il y en a un jour, un copain de chambre, il me dit, bon, la semaine prochaine, j'ai une permission, je vais au mariage de ma soeur. Mais malheureusement, le train a sauté sur une mine, il n'est pas revenu. Il n'est pas revenu. Et alors tout ça, ça marque, tout ça. Et vous savez, on était là pour faire la pacification, mais vous savez, je ne l'appréciais pas toujours, moi. Hein. On trouvait un type en zone interdite là-bas. Allez, allez, il me disait le chef de voiture, là c'était un adjudant-chef, fonce là-bas. Allez, celui-là je le descends. Ah, ne déconne pas, je lui ai sauvé la vie, celui-là. Hein. Il m'a écouté. Hein. Et bien, c'est des trucs comme ça. Eh oui, mais pauvre, il fallait suivre, c'était l'armée. Nous devions rentrer dans une grotte. Le lieutenant-chef de groupe désigne le brigadier-chef pour y entrer, associé au vieux Chibani qui avait signalé cette grotte. Malheureusement, le brigadier-chef s'est mis dans un état pas possible, en disant qu'il devait bientôt se marier, qu'il ne pouvait pas rentrer dans la grotte. Il s'est mis à pleurer, il s'est mis à genoux. Donc j'ai décidé de prendre sa place et j'ai été attaché au poignet avec le vieux Chibani, une défensive à la main. On a rampé dans la grotte, bien sûr, pour arriver dans la cavité centrale. Et là,
il n'y avait personne. Mais souvent, dans les grottes, on retrouvait aussi des documents. Et une fois, on a retrouvé un document qui donnait la liste, c'était la liste rouge, et ça désignait les condamnés à mort par le FLN. Et parmi les noms, il y avait le nom de notre adjudant-chef, qui lui s'occupait du renseignement. Il interrogeait les prisonniers et bien sûr, il les torturait. Quand on était en opération, quand on emmenait les carapateurs pour repartir, des fois on restait 2 jours au même endroit. Hein. Alors on se faisait à la cuisine quand même, on se faisait. Et tout aussi bien, on allait, quand il y a un gars qui gardait des brebis, on y allait, on disait ferme ta boîte, et on y prenait 2 brebis, on les tuait, on les mangeait. Mais quoi, il faut dire ce qui est. Même jusqu'à... Il y a une fois, il a piqué une vache. Mais les vaches étaient petites là-bas, c'était pas des vaches d'ici. Mais on avait un cuistot qui était assez costaud, il le tuait et on le mangeait. Ah oui, je reconnais qu'il ne pouvait pas nous aimer, ça c'est sûr. Il ne pouvait pas nous aimer avec toutes les choses qu'on lui faisait. Mais bon, c'était la guerre, hein, presque. On disait que c'était la pacification, mais c'était presque la guerre quand même. Quand vous avez 30 000 morts, quand même, c'est pas rien. Puis ce fut la quille, et notre départ d'Algérie a été retardé d'une quinzaine de jours à cause du putsch qui s'est déclaré à Alger. Puis est venu le temps de la libération. Là, on faisait très attention à ce qu'on faisait parce qu'on ne voulait pas louper le départ. Et bon, on essayait d'être le plus correct possible parce qu'on était quand même surveillés. Et puis, bon, est venue l'idée à certains de faire une quille en forme de fusil et qui était très bien faite et illuminée avec des piles dedans qui clignotaient, elle était très bien. Et sur chaque aileron de la quille, il y avait le nom de tous les quillards. Voilà. Et je pense quand même qu'on était dans les 80. Et puis, bon, on a embarqué avec, on l'a descendu, on l'a pris au bateau, on a embarqué avec. Et quand nous sommes arrivés à Marseille, eh bien là, on l'a mise à l'eau, on l'a foutu à l'eau. Mon souvenir de la guerre d'Algérie, c'est les obsèques de Jean-Pierre Racot, enfant de la commune. Je me souviens, j'étais à ce moment-là enfant de chœur et j'ai participé à l'inhumation de ce jeune et là, bon, j'avais un peu d'incompréhension devant la scène qui se déroulait devant moi, où la mère de Jean-Pierre était complètement déchirée. Elle réclamait qu'on la tue parce que son petit avait disparu, quoi. Je revois encore la scène où il y avait une délégation de militaires qui étaient venus présenter les armes à l'occasion de l'inhumation de Jean-Pierre, et les hurlements de la mère et le désarroi du père. Après les accords d'Évian, la guerre d'Algérie n'était pas terminée. Un deuxième enfant de notre commune, Robert Alibert, a trouvé la mort en Algérie et en 1964. J'ai encore assisté en tant qu'enfant de chœur aux obsèques de Robert et ça a été
aussi difficile que pour le premier. C'était le seul garçon de la famille et Marius, le père de Robert, était totalement dévasté. Un homme effondré. Pour moi, cet enterrement a été encore quelque chose qui a duré dans mon esprit parce que ses 3 sœurs, étaient à l'école avec moi. On était du même âge. C'est pour ça qu'aujourd'hui, quand on parle de guerre, ces souvenirs me reviennent à l'esprit. Surtout avec les événements actuels, quand on parle de l'Ukraine, où je fais un parallèle avec la guerre d'Algérie, parce que, en définitive, on ne nous a jamais dit que c'était une guerre, c'était du maintien de l'ordre. Et que l'on voit que plusieurs dizaines d'années après, les mêmes erreurs se répètent, quoi. On nie l'existence de l'autre ou son appartenance à un pays. Et on essaye par tous les moyens de les écraser, quoi. Je crois que malheureusement l'histoire se répète et que on est capable de répéter les erreurs du passé, quoi. Il y a eu des vies qui ont été perdues. Pour ces vies-là, pour ces hommes, pour ces jeunes qui ont perdu cette vie, leur vie, faisons en sorte de lancer cet appel au reste de l'humanité. Je me souviens d'un entretien que j'ai eu avec Nelson Mandela. C'était à l'ONU et à la demande du président Chirac pour évoquer une question franco-Afrique du Sud. Très bien. Nous étions 4, l'ambassadeur d'Afrique du Sud, Nelson Mandela, l'ambassadeur de France et moi-même. L'entretien a duré 1 heure. Et au terme de l'entretien, de l'échange, je n'ai pas pu m'empêcher de lui poser la question suivante. Président, comment vous vous comportez vis-à-vis des personnes qui vous ont privé de 25 ans de votre vie? Moment de silence. Et il me répond ceci. Il y a 3 choses. La première, ne jamais oublier. La deuxième, ne jamais pardonner. La troisième, quand on est en fonction de responsabilité, il faut toujours, pour l'intérêt général, chercher à bâtir un chemin de vie avec ceux qui vous ont fait du mal ou avec leurs amis. J'ai trouvé cette réponse divine. Aujourd'hui, nous sommes dans un moment de recueillement par rapport à toutes ces vies perdues, à ces jeunes gens qui n'ont pas pu avoir un espace comme chacun d'entre nous ici, nous pouvons l'avoir. On leur a pris cette vie. Faisons en sorte que ces vies perdues puissent trouver un véritable avènement avec cette citation de ce grand humaniste.